Que la paix soit sur vous, mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Eh bien, en Équateur, le candidat de droite Guillermo Lasso a remporté les élections présidentielles au second tour ce dimanche 11 avril 2021, laissant derrière lui le jeune économiste Andrés Arauz. Âgé de 65 ans, Guillermo Lasso a transformé sa troisième candidature à la présidentielle et succédera au mois de mai à l'impopulaire Lénin Moreno, qui achèvera son mandat de 4 ans à la tête de ce pays pétrolier et endetté. Selon le résultat des suffrages dépouillés, Guillermo a obtenu 52,51% des voix contre 47,49% des voix pour Andrés Arauz. Tout ému, il a déclaré, je cite ses propos: le 24 mai prochain, nous assumerons avec responsabilité le défi de changer le destin de notre parti, de notre patrie et à atteindre pour tous l'Équateur d'opportunités et de prospérité auxquelles nous aspirons. Fin de citation. Il a été félicité par son jeune rival de gauche âgé de 36 ans qui a lui aussi déclaré, je cite: je le féliciterai pour le triomphe électoral obtenu aujourd'hui et lui démontrerai nos convictions démocratiques. Dimanche, quelques 13,1 millions d'électeurs étaient appelés à départager Andrés Arauz, arrivé en tête du premier tour le 7 février, de Guillermo Lasso, précédemment vaincu par Rafael Correa. Celui-ci a gouverné l'Équateur pendant 10 ans jusqu'en 2017, avant de passer la main à Lénin Moreno. En Birmanie, plus de 700 civils dans le rang des manifestants ont été tués depuis le putsch du 1er février 2021, évinçant du pouvoir Aung San Suu Kyi. Mais vendredi, le plus lourd bilan des morts en une seule journée a été enregistré avec plus de 80 civils tués à Bago, près de la capitale Rangoon. C'est ce que révèle le décompte tenu par l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Et selon des médias locaux, une bombe a explosé dimanche à Mandalay, devant la principale succursale de la banque Myawaddy appartenant à l'armée. À l'issue de cette explosion blessant un gardien de sécurité et à la suite de ces nombreuses scènes de violence, l'Union européenne accuse la Russie et la Chine de bloquer toute issue diplomatique. Face à la sourde oreille de la junte militaire birmane, Josep Borrell soutient que l'obstruction de Pékin et Moscou aux efforts diplomatiques au Conseil de sécurité de l'ONU en vue de l'adoption d'un embargo international sur la vente d'armes à la Birmanie ne constitue pas une surprise. Mais des députés démis de leurs fonctions par les militaires au pouvoir ont appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à faire pression sur la junte. Les manifestations contre la junte birmane ne cessent de s'accentuer dans le pays et les membres de la communauté internationale craignent une guerre civile dans le pays. Toujours en Birmanie, dans le cadre de lutte contre le pouvoir exercé par la junte militaire birmane depuis le coup d'État du 1er février, des jeunes contestataires ont lancé un journal clandestin appelé Molotov, dont l'objectif est de gagner la bataille de l'information. Sur les réseaux sociaux, ils diffusent leur journal, demandant aux gens d'en imprimer des copies et les distribuer dans un format papier. Selon le fondateur du journal Molotov couvert sous anonymat, même si l'un d'entre nous est arrêté, il y a des jeunes qui continueront de produire ce journal. Même si l'un d'entre nous est tué, il y en a d'autres qui prendront la place. Cette newsletter existera jusqu'à ce que la révolution triomphe, a-t-il déclaré. En un peu plus de 2 mois, la répression birmane a déjà fait plus de 700 civils tués et environ 3000 personnes ont été arrêtées selon une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme. Aux États-Unis, après la mort d'un jeune homme noir âgé de 20 ans dans une fusillade dimanche avec la police dans le quartier de Minneapolis, des heurts ont éclaté et pour disperser les foules, la police a fait usage de gaz lacrymogène. Selon des médias locaux, la mère de Donta Wright, Kathy Wright, a expliqué à la foule que son fils l'avait appelé pour la prévenir qu'il était amené par la police. Et Kathy Wright a en effet raconté que peu après avoir entendu des officiers de police demander à son fils de lâcher son téléphone et l'un d'entre eux a mis fin à l'appel, la petite amie de Donta Wright, dont le défunt, l'a appelé pour lui dire que son fils avait été abattu. Selon un communiqué de défense, le centre de police de Brooklyn Center indique que les policiers ont arrêté le conducteur d'une voiture pour une infraction au code de la route. Ils se sont alors aperçus qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et ont alors tenté de l'interpeller.
D'après cette source, il est remonté dans sa voiture et donc un officier de police a fait usage de son arme, touchant le du conducteur qui est mort sur place. Sans préciser le nom, le communiqué soutient que la passagère du véhicule, elle, a été blessée sans que sa vie soit en danger, puis elle a été transportée à l'hôpital. Environ 200 personnes se sont rassemblées à Brooklyn Center dimanche soir, faisant face à des policiers en tenue anti-émeute. Et d'après le journal Star Tribune, la foule aurait brisé le pare-brise de 2 véhicules de la police. Et puis, donc, celle-ci a fait usage d'armes non létales pour les disperser. En Iran, un nouvel accident qualifié d'acte de terrorisme par Téhéran est survenu dimanche au complexe nucléaire de Natanz, dans le centre du pays. À cet effet, Téhéran promet de poursuivre sur la voie d'un développement éclatant de l'énergie atomique. Dans la matinée, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a d'abord annoncé une panne de courant dans l'usine d'un député conservateur. Cette usine d'enrichissement d'uranium du complexe Shahid Ahmedi Roshan de Natanz est l'un des centres névralgiques du programme nucléaire de la République islamique. La veille, dans cette même usine, des nouvelles cascades de centrifugeuses interdites par l'accord de nucléaire iranien de 2015 avaient été mises en service. Dans un communiqué, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi, a affirmé en début de soirée que l'accident est un acte de terrorisme antinucléaire, mais sans fournir le moindre détail sur la nature exacte de cette attaque ni sur ses conséquences. Faisant référence aux discussions en cours à Vienne pour tenter de ramener les États-Unis dans l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien et de lever les sanctions imposées par Washington contre Téhéran depuis 2018, Ali Akbar Salehi estime que l'action contre Natanz reflète l'échec des opposants à ces négociations. En début du mois de juillet 2020, une usine d'assemblage de centrifugeuses perfectionnée à Natanz avait été gravement endommagée par une mystérieuse explosion et selon les autorités locales, cela relevait d'un sabotage d'origine terroriste, mais jusqu'à ce jour, les résultats d'enquête ne sont pas connus. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.